Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la troisième édition de cette nouvelle série de webinaires propulsés par Wunjo, les pratiques RH innovantes au service d'une vie de qualité au travail. Des webinaires qui sont portés par une intention profonde, celle d'inspirer les RH et les organisations dans un monde et dans une époque qui est extrêmement effervescente, complexe et qui est aussi bourrée d'humanisme. Alors, à l'occasion de ces webinaires, on va mettre en lumière des pratiques, des professionnels, des structures qui chaque jour innovent. Et parfois, vous verrez que quand on innove, on fait des choses très simples, des choses où on les fait peut-être tout simplement différemment et ça fonctionne très bien. Des prises de parole authentiques, des intervenants qui sont passionnés, qui sont engagés, qui marchent leur parole et qui ne pratiquent pas la langue de bois. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuelle Bessez et je dirige le cabinet Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation. Nous sommes nés il y a une vingtaine d'années et nous relevons de l'économie sociale et solidaire. J'ai le grand bonheur de partager la caméra ce midi avec deux consoeurs, avec Émilie et Léna, qui vont avoir l'occasion de se présenter dans un instant et qui vont animer l'heure qui va nous occuper tous ensemble autour d'un sujet, un sujet qui est assez particulier, dont on commence à entendre parler, une nouvelle modalité d'organisation du travail que les entreprises plébiscitent de plus en plus. Vous avez entendu parler du job sharing, vous voulez savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, ce qui permet de savoir si moi, en tant que travailleur, j'ai un profil adapté pour pratiquer du job sharing. J'ai envie de savoir, moi, entreprise, si je pourrais mettre en place ce type de modalité. Toutes ces questions-là, les facteurs clés de succès, les risques et les écueils, nous allons en parler tout à fait librement avec mes deux invités du jour. Chère Léna, chère Émilie, je vous invite à vous présenter. Allons-y, plongeons directement dans le vif du sujet. Et peut-être commençons par Léna, qui est notre experte aujourd'hui. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour partager sur ce sujet qui effectivement me tient à cœur. Alors, je me présente rapidement. Donc, Léna Basile, je suis cofondatrice du cabinet Worksharing, qui est en fait un expert sur la mise en place du job sharing en France. Et je suis également RRH en job sharing auprès d'une filiale d'un grand groupe bancaire. Donc, je vis aussi au quotidien, finalement, l'expérience de ce mode de travail, de cette modalité qui paraît nouvelle en France, mais qui existe depuis plusieurs années. On en reparlera. Merci Léna. Bon, et ma consoeur, Tout chère à Émilie. fait. Donc moi je suis Émilie Alric, moi je suis consultante Wunjo dans tout ce qui est qualité de vie au travail et je suis aussi formatrice terrain. Donc moi j'ai 20 ans de privé derrière moi dans le monde RH puisque j'ai géré une société de recrutement et d'intérim dans les domaines d'activité aussi bien du BTP, du transport que de l'industrie et j'ai plaisir effectivement à accompagner Emmanuel et Elena aujourd'hui pour vous donner une dimension je dirais, concrète et terrain sur pourquoi le job sharing, ça peut être une solution, comme le disait Emmanuel, innovante à l'heure d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Léna, une petite question. Comment ça se fait que c'est aujourd'hui, fin 2025, qu'on commence à vraiment plus en entendre parler? Est-ce que c'est vieux comme pratique? Est-ce que c'est tout à fait récent? À quelle époque on en est finalement? Alors, c'est pas si nouveau que ça, c'est ce que je disais. Effectivement, ça a eu plus d'une trentaine d'années d'existence. Alors, plutôt dans les pays anglo-saxons et ça vient des États-Unis, comme beaucoup de pratiques un peu innovantes. Et ça a été, il y a eu une percée, on va dire, il y a 30 ans en France, notamment portée par, l'entreprise HP qui l'a mis, en place, durant, voilà, quelques dizaines d'années. Mais ça s'est beaucoup plus développé chez nos voisins, suisses, allemands, anglais, qui, en ont fait vraiment un mode de travail aujourd'hui mature puisqu'on a entre 25 et 30 des entreprises qui le pratiquent. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est un mode de travail qui est plus mature, on va dire, autour de nous qu'en France, mais qui commence vraiment à émerger en France. Alors pourquoi? Parce que, il y a plusieurs, on va dire, éléments de contexte, mais notamment l'après-Covid et le changement, le rapport au travail qui a évolué a fait naître, on va dire, des besoins et des attentes des collaborateurs un peu différentes.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a, un besoin d'équilibre de vie, qui est plus prégnant, qui est plus verbalisé aussi et plus assumé. On a aussi des évolutions, sociales et sociétales, pas poussées, on va dire, par, les jeunes générations qui ont peut-être moins de tabous, à oser, parler de ces choses-là et à remettre en question les organisations. Et donc, tout ça fait qu'effectivement, ça répond aujourd'hui à des, enjeux des collaborateurs, mais aussi des attentes des entreprises dans le sens où, il y a, des sujets alors, si je prends ma casquette RH, d'attractivité et de fidélisation. Comment est-ce qu'on fait pour, finalement attirer des nouveaux, talents? Quand je dis talent, c'est aussi peut-être de toucher des cibles qu'on ne touchait pas auparavant. Ça peut être des indépendants qui ont envie, en partie de redevenir salariés, ça peut être l'inverse, ça peut être des personnes qui ont, on va dire, des engagements, de vie, par ailleurs et qui ont envie d'avoir un temps partiel, mais sur des, postes à responsabilité. Donc voilà, ça ouvre aussi le champ des possibles finalement et ça permet de fidéliser aussi, des personnes qui peut-être à un moment donné se disaient: «Ben, je vais partir parce que, en fait, c'est un peu tout ou rien, soit je me lance à mon compte, soit je reste salarié, soit, je deviens, aidant parce que j'ai un sujet, on va dire, avec mes parents ou mes enfants, soit, je reste en poste. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là, aujourd'hui, on peut trouver des compromis grâce à ce mode de travail. Donc ça répond effectivement à des enjeux sociaux et sociétaux qui ont Ouais. évolué et on a une maturité, je pense aussi, du rapport au travail qui a changé. Donc tout ça fait Mmh. qu'il y a une synergie et un alignement des astres, on va dire. Et merci de contribuer à faire connaître, du coup, le job sharing en France et peut-être qu'on se retrouvera, dans quelques années sur Webikeo en se disant: «Ça y est, 25 des entreprises françaises le pratiquent». Ce serait super. Bon, je propose qu'on mette des mots, très concrètement, hein, sur le job sharing, Léna. Est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement du monde, parce que des fois on se fait des nœuds au cerveau aussi quand Mmh. on essaie de comprendre ce que c'est que le job sharing. Très concrètement, c'est quoi et ça concerne qui? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vrai que c'est un anglicisme. Alors, je vais avoir peut-être, une partie de l'audience qui va me dire: «On en a marre des anglicismes». Donc c'est partager un poste. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? 2 personnes qui vont, finalement partager une même zone de responsabilité. Tu peux peut-être, effectivement partager, la slide qu'on avait, imaginée pour faire très simple. Mmh. Heu, on a 2 personnes sur une même, zone de responsabilité, en co-leadership ou en co-responsabilité. Ça peut être 2 personnes à temps partiel ou 2 personnes à temps plein. Ça peut être une personne à temps partiel, une personne à temps plein. C'est très flexible. Le modèle du job sharing, en fait, aussi, est un des bénéfices, hein, critère positif, c'est que c'est un mode de travail qui est souple, flexible et agile. Donc, ça peut être effectivement, pour pallier à si on parle en ETP, un ETP, enfin en tout cas une personne à temps plein, mais ça peut être par exemple que j'ai une entreprise où j'ai pas besoin de 2 personnes, mais j'ai besoin d'1,5 personnes par exemple. Ça peut répondre à ça aussi, à des entreprises qui sont peut-être, de taille intermédiaire. Concrètement, si je fais simple, une personne va travailler du lundi au mercredi et l'autre personne va travailler du mercredi au vendredi. Elles vont travailler ensemble le mercredi. Le but aussi du job sharing, ce n'est pas que de la passation de relais. Il faut vraiment qu'il y ait en fait, une période de la semaine ou en tout cas dans le temps de travail, un moment donné où les 2 personnes travaillent ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles vont créer de la valeur, parce que c'est aussi l'impact, on va dire intellectuel d'avoir 2 personnes et la complémentarité des compétences qui va faire que ça va créer, de la performance et plus de productivité et de valeur, intellectuelle et humaine aussi sur le poste. Donc on a cette période effectivement d'overlap ou de passation, qui est, indispensable, une partie pour transmettre l'information, mais aussi pour créer. Pour créer, pour, développer de la créativité, pour, avoir une zone aussi de décompression à certains moments parce qu'effectivement l'objectif de ce mode de travail, c'est d'être 2 sur un périmètre où habituellement on est qu'un seul en fait. Donc ça demande, voilà une agilité et une organisation, dans ce sens-là. Là, c'est un exemple, hein, que je vous ai mis, du lundi, au vendredi, mais ça peut être des jours un peu différents. En gros, concrètement, si on parle matériel et c'est souvent une question qu'on a, est-ce que, du coup, on doit avoir 2 bureaux? Est-ce qu'on doit avoir, des espaces, dédiés et cetera? Non, l'idée, c'est que
pour vos interlocuteurs internes, en fait, la personne, finalement, que ce soit l'une ou l'autre des deux personnes qui tiennent le poste, elles ont le même bureau, le même emplacement physique et elles se relaient. Et le jour où elles sont toutes les deux, ben, finalement, les deux personnes sont l'une avec l'autre. Et ce qui est important et ce qu'on conseille vraiment, et moi c'est ce que je vis au quotidien, c'est une adresse mail commune. Pourquoi? Parce qu'une adresse mail commune, déjà pour la transmission et la passation d'informations, c'est central, c'est primordial pour avoir l'historique et de pouvoir, faciliter, on va dire, les échanges et la transmission d'informations. Et puis aussi, ça démontre vraiment une unité. L'idée en fait, du job sharing, ce ne sont pas 2 personnes à temps partiel qui travaillent l'une à côté de l'autre. C'est de créer un collectif à 2 et une même identité commune quelque part. Alors, je rebondis en même temps parce que c'est vrai que souvent on va nous demander: «Mais oui, mais moi j'ai envie de garder mon identité personnelle». Comment est-ce qu'on fait pour garder notre singularité dans un duo où finalement on a une, dilution, quelque part, des 2 personnes? Donc quand on dit duo, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie soi-même et qu'on perd son identité. Par contre, effectivement, on crée une identité commune qui est visible en interne et on apporte justement nos singularités individuelles, nos compétences, nos expériences, nos points de vue, nos réflexions et c'est ce qui fait vraiment la richesse pour nous, dans le duo, hein, à titre individuel, mais aussi pour nos interlocuteurs avec qui on va travailler. C'est, effectivement un gain de performance. Alors pourquoi c'est un gain de performance? Parce qu'effectivement quand on va ajouter 2 cerveaux, on va créer plus de valeur. Mmh. On est plus intelligent à 2 que seul. Il y a l'adage de dire: «À 2 on va plus loin». Oui, seul on va plus vite, à 2 on va plus loin et ça, c'est tout à fait vrai parce qu'effectivement, on va se challenger, on va monter en compétences et on va permettre justement aussi à nos interlocuteurs de se challenger. Donc les avantages, ils sont finalement pour le duo, mais pas que et c'est pour ça qu'on aime bien dire, avec Florence qui est mon associée chez Worksharing, 1 + 1 = 4. Pourquoi? Parce que, les bénéfices et les impacts positifs de ce mode de travail, certes, il y a un premier bénéfice qu'on voit tout de suite au niveau du duo, mais, il y a des avantages, vraiment impactants pour l'entreprise, pour le manager du duo parce que ça le challenge et ça le fait monter en compétences et aussi il y a un gain de temps et de productivité. Parce que quand, une personne finalement, en France, on aime bien prendre 3 semaines de vacances, en août, par exemple. Donc on a 3 semaines d'absence. Bah, avec ce mode de travail-là, si, vous avez 2 personnes qui travaillent à 60 donc 3 jours par semaine, pendant les 3 semaines d'absence de l'une, l'autre est là 3 jours par semaine. Donc finalement pour le manager, bah, il aura pas à prendre le relais sur les sujets parce que, 3 jours par semaine, on peut, largement gérer, les urgences et les dossiers en cours. Imaginons que le duo est un duo de managers, il n'a pas non plus à prendre le relais sur l'équipe managée, donc ça aussi c'est pas neutre, hein, quand on a une absence et puis, en termes de productivité pure sur les sujets auprès des clients, internes et externes ou des interlocuteurs, bah, ça produit en fait. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a vraiment un gain qui est, 360 et quand on a aussi, et ça on a, des témoignages assez intéressants aussi sur le sujet, les équipes qui sont managées, le fait d'avoir un duo en tant que manager, ça apporte énormément de valeur aussi. Parce que forcément, ils vont apprendre des 2. Ils vont apprendre des choses différentes. Ils vont, aussi s'inspirer finalement du meilleur des 2 et retenir aussi, finalement, les moins bonnes pratiques des 2 aussi. Hem, mais et puis ça peut créer, aussi plus de fidélisation parce que finalement, on sait que la première cause en fait de démission ou de départ d'un collaborateur est liée à son manager. Là, ça nous laisse quand même 2 fois plus de chances finalement, d'avoir le fit avec, un des 2 managers. Donc c'est pas neutre, on va dire en tout cas dans nos sujets, de rétention et de fidélisation. Si je me mets dans la peau d'un manager, l'un des postes managés est en job sharing. J'ai du coup 2 personnes à manager? Oui, alors c'est 2 personnes, mais ce sont pas 2 personnes telles on les managerait, on va dire, dans une équipe. Ah, nous avons perdu Léna. Nous avons perdu Léna. Là, j'ai plus personne Mmh. à manager. Non, effectivement, elle nous disait que c'est pas 2 personnes à proprement parler, ce que je peux comprendre aussi étant donné qu'on a toutes les 2.
Si on était, si tu manageais moi et Elena, effectivement, on a les mêmes dossiers. Oui, Ouais. Parce en que fait, voilà. ce ne sont pas finalement, c'est pas une équipe de 2 personnes, mais c'est vraiment, une identité de 2 personnes et donc il faut être aussi souple en termes de management, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comment dire? Nos points, par exemple, hebdomadaires, si je prends un exemple très concret, moi je le vis, au quotidien, bah, le point hebdo, il n'est plus avec une seule personne, mais avec 2 personnes. Quand on se retrouve finalement seul face à 2 personnes, le poids est différent aussi. Les sujets sont moins simples, peuvent être moins simples à certains égards parce que, forcément quand il y a une conviction, alors moi je le vois avec Magali, on le vit, du coup sur notre poste de RRH, quand on a envie de pousser un sujet par exemple, bah, on est 2 à le pousser. Et notre manager, il se retrouve un petit peu, OK, bon, bah, je suis face à 2. Donc c'est aussi, différent. Les objectifs, par exemple aussi, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en France d'être dans, l'individualisation des objectifs. Voilà, sur le côté très individuel. Bah, comment est-ce que je fais pour vérifier, pour évaluer, sachant que, l'idée c'est vraiment de la co-responsabilité, donc d'être, finalement, de ne pas réfléchir et aller chercher, finalement qui a fait quoi, mais de se dire: «On est là plutôt pour évaluer un résultat et un projet Mmh. collectif, sans avoir à devoir trouver qui a fait quoi». Et c'est vrai que dans nos mécanismes intellectuels, ça change quand même en termes de pratique. C'est ça une remise en question finalement de nos modes de travail. C'est quoi vraiment les grandes raisons pour lesquelles on décide de mettre en place du job sharing? Alors les grandes raisons, il y a plusieurs portes d'entrée, on va dire. L À la base, le job sharing, il s'est déployé plutôt sur la parentalité. Ouais. Parce que, c'était en fait, voilà, les femmes, et «malheureusement» entre guillemets, alors pour les femmes principalement, Mmh. il y a une trentaine d'années, pour avoir plus de temps pour élever leurs enfants notamment, et du coup pour garder et pour conserver, leur job et leur, Mmh. niveau de responsabilité. L'idée en fait, hein, de ce mode de travail, c'était de dire: «OK, je prends du temps pour moi, je mets un pied un peu à l'extérieur de l'entreprise, mais je garde et l'intérêt du poste et la rémunération proportionnelle bien évidemment et comment dire? La perspective de carrière aussi». Parce qu'on sait très bien que malheureusement en France encore aujourd'hui, quand on décide de, passer à temps partiel, déjà il faut pouvoir le faire. Donc c'est pas forcément sur tous les jobs que c'est possible et plus on va monter, on va dire dans la pyramide, hiérarchique et moins Mmh. ce sera possible. En tout cas, plus c'est compliqué et souvent aussi malheureusement, on doit, bah, potentiellement prendre un peu de recul, c'est-à-dire, être, soit descendre en responsabilité, soit changer de zone de responsabilité et cetera. Donc là, l'idée, c'est de se dire: «Bah, non, ce n'est pas un frein» et ça peut freiner effectivement la carrière et on le voit et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de mesures qui ont été prises et qui en sont un peu, comment dire? En faveur justement, de la maternité notamment, pour ne pas freiner, les mamans qui ont dû s'absenter. Donc, c'est un mode de travail qui effectivement a été, plutôt, dirigé dans ce sens-là au début et puis finalement ça s'est ouvert. Bon, ça s'est ouvert aux papas, mais ça s'est ouvert aussi à d'autres, typologies de collaborateurs. Alors depuis le covid, ce qui a le plus explosé, on va dire, c'est, le slashing, en fait, les personnes qui voulaient, avoir une multi-activité, que ce soit, en tant qu'indépendant ou dans une autre, entreprise ou faire du bénévolat ou des choses comme ça. Donc, avoir cette capacité à garder son emploi, cette sécurité, cette projection, ce collectif aussi, hein, dans l'entreprise en tant que salarié et pour autant avoir d'autres choses qui me nourrissent au quotidien. Mais ça peut être aussi, et ça on le voit de plus en plus, dans certaines entreprises, ça se déploie avec des accords spécifiques, les salariés aidants. Les salariés aidants qui ont besoin, bah, de temps, pour, voilà, soit des parents, soit des enfants et qui ont besoin de pouvoir, allier, on va dire, de garder son job et sa zone de responsabilité, en même temps d'avoir du temps. Ça peut être aussi, sur, les aménagements de fin de carrière. On parle de plus en plus des seniors avec toutes les dispositifs qui ont été mis en place, pour, par le gouvernement et cetera
aménager les fins de carrière. Bah, là, c'est un outil formidable pour alléger la charge de travail et en même temps, déployer et développer la transmission de compétences et la sécurisation des compétences en interne aussi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un sujet très intéressant et puis il y a tout ce qui peut être aussi, la santé, donc le handicap, la santé, les accidents de la vie en fait, hein, qui font que des fois on a besoin de plus de temps, on a besoin de prendre ce recul, mais pour autant on a toujours les capacités tenir son job en partie, mais peut-être pas à temps plein et donc ça peut répondre à ça aussi. Et effectivement, si on fait le lien avec la santé, et si je rebondis sur le slide que tu as projeté, effectivement, le job sharing, c'est un véritable levier aujourd'hui, en fait, de qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce qu'on a le sujet du temps, de travail allégé, ça c'est certain, voilà, c'est logique, on va dire, on travaille, moins, donc qui correspond à tout un tas de situations qu'on a vues ensemble. Mais également, on a, et là, moi, je le vis au quotidien, on a la charge mentale. Parce qu'on a la charge de travail vraiment en production, mais la charge mentale aussi. Et notamment, plus on va monter aussi dans la pyramide et plus ça peut être des métiers, on va dire, pressurisants, mais quoique, pas tout le temps d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que de partager finalement un quotidien professionnel, les mêmes problématiques, de pouvoir en parler, de pouvoir se challenger, de pouvoir prendre ce pas de côté aussi, de se dire: «Bah, finalement, cette situation, je la vis super mal», bah, en fait, le binôme va dire: «Mais non, mais en fait, tu as une vision qui est tronquée» ou «Non, mais t'inquiète pas là-dessus», enfin voilà, il y a cette, diminution de la charge mentale qui est hyper forte et du coup qui est vraiment un levier, de bien-être au travail. Mmh. Parce que, on le voit aujourd'hui, on vit dans des sociétés et notre quotidien peut être, quand même assez stressant, assez prenant, émotionnellement et psychologiquement parlant et c'est un vrai relais que d'avoir justement, un binôme sur qui compter finalement et avec qui partager pour, décompresser, pour, relativiser. Donc on a voilà toute cette partie-là et on a de plus en plus aussi de collaborateurs qui finalement ont envie de changer de vie, mais qui ont envie de changer de vie, pas du tout finalement, de se dire: «Bah, du jour au lendemain, j'ai pas envie de tout quitter non plus» et ça peut être de façon, on va dire, petit pas par petit pas et ça permet des transitions professionnelles et même des mobilités, des reconversions, enfin tous ces sujets-là, de façon, douce, on va dire et accompagnée sur la durée et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment, im Ah. Ah, on a encore perdu Léna, non? voilà, Tout à fait. dans un J'ai métier, fait voilà, juste dans une ah carrière où oui, on peut avoir, 4-5, carrières différentes, en fait. Ouais. On t'avait perdu Léna, 10 Ah! secondes et puis tu es revenue. Voilà. tu sais, c'est justement la question que j'allais poser à Léna sur le côté de l'accompagnement sur la durée, parce que c'est là où je trouvais que c'était intéressant. Parce que, alors nous, elle nous en avait parlé, à toutes les 2, Emmanuelle en off, mais Mmh. sur le fait qu'avec, avec, Florence, elle pouvait, justement accompagner sur la durée. C'est-à-dire que quand un duo a été, enfin vous accompagnez du début à la fin pour la mise en place du job sharing, aussi bien du manager que des duos, j'imagine? Oui. Oui, oui, en fait, l'accompagnement qu'on propose, c'est vrai qu'il est, déjà en amont, c'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic. Parce que, ce qui est important, c'est déjà d'avoir un état des lieux de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est Mmh. très différent d'une entreprise à l'autre, que ce soit en termes de taille, de secteur, de culture, Mmh. de maturité aussi managériale, enfin, il y a tous ces sujets-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, finalement une photographie de ce qui se passe en interne et des sujets aussi, finalement, sur lesquels, auxquels ça peut répondre le job sharing. Parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut répondre à plusieurs enjeux. Et l'idée, en fait, c'est pas de se dire: «On va faire de l'innovation RH, on va mettre en place un truc, on va proposer un truc aux collaborateurs, mais ça répond à rien». Non, l'idée, c'est que ça réponde vraiment à une problématique et à des sujets qui sont d'actualité et qui vont apporter de la valeur à l'individu et au collectif. Donc on a cette première phase effectivement d'acculturation, de diagnostic et d'acculturation interne. Bah, le job sharing, voilà, aujourd'hui on en parle. Je pense que dans l'audience, une partie des personnes ne connaissaient peut-être pas avant d'arriver aujourd'hui à ce Mmh. webinaire et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que, finalement, on se rend compte que c'est peu connu, c'est même méconnu en France et pour autant, quand on en parle et qu'on explique le concept, on a même découvert des personnes qui l'ont vécu finalement, sans le savoir et qui l'ont pratiqué avec
par initiative, on va dire, des collaborateurs sans le savoir. Donc c'est quelque chose, voilà, qui mérite aussi d'être, finalement, de mettre des mots sur le concept, finalement. Ouais. Ensuite, on a une partie qui est plus de structuration, vraiment de la mise en place, parce que c'est un mode de travail qui nécessite, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un accompagnement au changement. On va changer, peut-être les organisations, les mentalités, la culture, le mode de management. Donc l'idée, en Mmh. fait, c'est vraiment de dire comment est-ce que ça s'intègre dans nos Mmh. pratiques, dans notre organisation, et finalement que ça ne crée pas de distorsion et de désorganisation non plus. Et effectivement, on a le côté matching du duo qui est indispensable. C'est-à-dire Mmh. qu'on ne peut pas imposer ce mode de travail à quelqu'un. Mmh. Ça, c'est vraiment central de se dire que le job sharing, c'est un mode de travail voulu et non pas subi. Mmh. Hem et l'appétence à travailler ensemble, il y a effectivement l'appétence de travailler à 2 parce que, on met son ego de côté, hein, ça c'est certain, voilà, il faut faire confiance et il faut, être dans la communication, transparente, il faut pas vouloir se mettre en avant par rapport à l'autre et il faut être dans une dynamique, collective et de partage. Et donc le matching, c'est, effectivement, il y a des valeurs communes qui sont indispensables. La façon dont je vois mon métier, l'éthique, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes interlocuteurs? Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir que 2 personnes, qui vont bien fonctionner ensemble ne sont pas forcément 2 personnes qui sont, identiques. La complémentarité des compétences, c'est ce qui fait la richesse aussi du modèle. Mmh. On a des expériences différentes, on peut avoir même des expertises différentes, mais qui se cumulent et c'est un peu Mmh. le mouton à 10 pattes, on va dire, que recherchent certaines entreprises où on se dit: «Mais mince, en fait, je voudrais quelqu'un en même temps stratégique, en même temps opérationnel, qui sache faire de l'Excel et en même temps qui sache, aller discuter sur les réseaux sociaux». Enfin voilà, on démultiplie aussi Mmh. finalement les compétences et le spectre du poste et c'est ça qui est super. Et puis on a cette partie accompagnement, c'est-à-dire que, OK, c'est super d'acculturer, de structurer, de mettre en place. Par contre, si on ne suit pas dans la durée, c'est-à-dire au moins les 6-12 premiers mois, on voit bien au quotidien que ce qu'on avait écrit sur le papier, c'est pas forcément toujours ce qui se passe. On a toujours des ajustements parce qu'il y a un couac dans les outils, c'est pas prévu, les droits d'accès sont pas prévus, finalement les interlocuteurs internes, c'est pas si fluide que ça. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui méritent des ajustements et qui méritent d'être accompagnés dans la durée en fait, pour que ça fonctionne, que ce soit au niveau du duo, mais aussi du manager, hein, puisque c'est quand même lui qui va piloter au quotidien, les collaborateurs et de l'écosystème interne. Parce Mmh. qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille, enfin tous les postes sont, dans un écosystème et effectivement, cet écosystème-là, faut aussi l'accompagner parce que Mmh. ça change en fait les mentalités, ça change les cultures. Moi, je le vois au quotidien. On a créé une base, enfin une adresse mail, on s'appelle Magalena du coup. On signe toutes les 2 Magalena, donc ils ne savent pas qui écrit et en fait, au début, c'était hyper perturbant pour eux. Ils me disaient: «Ouais, mais en fait, je sais pas qui écrit, du coup, je sais pas qui quand j'ai l'info et cetera, j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire» et donc ça a demandé un peu de temps justement de dire: Mmh. «Bah, en fait, nous ne sommes qu'une seule et même entité finalement. Peu importe, on aura le même niveau d'information quant, au sujet et on vous donnera alors peut-être pas exactement la même réponse parce qu'effectivement on garde nos singularités. Par contre, vous aurez une réponse qui sera en adéquation finalement avec l'attendu et finalement pour vous, l'idée en fait c'est de n'avoir aucune discontinuité dans l'activité. Voilà, que vous ayez toujours un interlocuteur et ça fonctionne, super bien maintenant, mais il a fallu effectivement acculturer en interne. De toute façon, on sent bien que tu es complètement convaincu et passionné puisque Oui, tu en as créé quand même une entreprise, on est d'accord? Tu promeus, ce nouveau mode de collaboration et tu le vis toi-même chaque jour. C'est ouais. pas simplement des paroles en l'air. Tout à fait et je le vis et c'est super parce qu'on a eu la chance, avec Magali, on a postulé à 2, on a fait un co-CV, on a tenté parce que ça existait, le poste n'était pas ouvert au job sharing, hein, donc on s'est dit: «Bon tiens, et si on créait notre, co-CV et qu'on postulait?» On y est allé un peu, voilà, on va dire, on a osé le faire et on est tombé, sur des interlocuteurs qui avaient envie d'oser aussi et Mmh. on a fait des process de recrutement à 2, enfin voilà, à chaque fois, et puis on a accompagné aussi finalement l'entreprise à le mettre en place parce que c'était pas prévu du tout. Bien Puis sûr. en plus, on est dans une filiale d'un grand groupe bancaire qui est très, conformité, et Mmh. enfin lié vraiment à l'individu. Donc les outils ne sont pas prévus non plus Mmh. pour être 2. Donc ça nous challenge aussi au quotidien.
Mais c'est super parce que ça fait émerger aussi plein d'idées en interne. Ça fait bouger les lignes, en termes de maturité et de vision, de se dire de rapport au travail et de remise en question de ce temps partiel. Parce qu'en fait, le temps partiel aujourd'hui, malheureusement, il est super mal vu quand, on dit: «On va passer un temps partiel. Ouh là là, elle va prendre du recul, elle est démotivée, désengagée. Mmh. Bon Mmh. bah, écoute, ouais, l'évolution que j'avais prévue, je vais peut-être le garder pour quelqu'un qui est là tout le temps, quoi». Ouais. Et donc ça c'est hyper intéressant de voir qu'on fait quand même aussi par des exemples comme ça et pilote, parce que nous on fonctionne beaucoup, chez Worksharing sur l'accompagnement en groupe pilote. Mmh. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de déployer sur du gros volume dès le départ parce que ça fonctionnera pas, Mmh. mais de faire des test and learn et de voir ce qui fonctionne, d'ajuster et de démontrer finalement en interne au collectif que Mmh. ça fonctionne et donner Oui. des c'est on sème des graines en fait, hein. Et on est de l'ordre, de la transformation culturelle, puisqu'on est Tout vraiment à sur fait. une pratique RH. On a une question dans le chat de la part de Sophie. Alors, on comprend que toi, tu es déjà sur un job, sur un niveau de direction, mais Sophie, elle voudrait savoir si tu as d'autres exemples de job sharing sur un niveau direction? Oui, tout à fait. Oui, oui, on en a pas mal. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a lancé un podcast qui s'appelle, Sharing is Caring, le podcast du job sharing, où, justement on a plusieurs épisodes et on en a encore à venir, où on interviewe justement des duos qui ont pratiqué le job sharing et notamment j'ai en tête, 2, 2 duos de dirigeantes, sur des postes de direction dans des entreprises. Mmh. Les 2 anciennes DAF de HP qui ont été en job sharing pendant 21 ans, sur Grenoble, donc et qui ont évolué sur 10 jobs différents et donc elles sont restées pendant 21 ans à 60 et chacune avait, voilà, des activités à côté. À la base, elles l'ont fait pour des choix, parentaux, pour s'occuper de leurs enfants et finalement, elles sont restées ensemble jusqu'à leur retraite et elles étaient, N-1, rattachées en fait aux États-Unis, donc un poste avec, IMIA, avec je ne sais combien de personnes, rattachées, donc un poste à forte responsabilité et on voit que ça fonctionne très bien en fait. Ça fonctionne très bien et les apports et pour elles, au niveau carrière, elles ont adoré. Elles ont Mmh. adoré et d'ailleurs aujourd'hui encore, elles sont à la retraite elles font encore du retreat, sharing, je sais pas comment on peut dire. Elles Ouais, ça ne les partagent quitte encore plus, hein. beaucoup de choses. Ça ne les quitte plus. Bah, en tout cas, quand on a découvert, le job sharing, par ton intermédiaire, et celui évidemment de Florence, nous, on a tilté très fort parce qu'aujourd'hui, les évaluations qu'on réalise sur le terrain, les diagnostics QVT qu'on réalise au sein des organisations font émerger 3 irritants majeurs. Et en fait, ces 3 irritants majeurs, correspondent à des leviers, que justement vous adressez avec le job sharing. Le premier, ce qu'on voit qui ressort aujourd'hui partout, c'est les difficultés, d'équilibre et de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc avec, des travailleurs et des travailleuses qui demandent des solutions pour, mieux préserver, aussi, leur vie, à côté. Alors clairement, il y a des enjeux financiers qui font que tout le monde ne peut pas passer non plus à temps partiel, voilà. Mais il y a des souhaits d'avoir des dispositifs et des possibilités, des propositions, d'aménagement de poste. Donc j'entends ça. Le 2e aspect, le 2e levier, qui nous a fait vraiment tilter, c'est, qu'on constate vraiment sur le terrain, et là, quels que soient maintenant, les métiers, les univers professionnels, c'est, la question de la charge. Alors de la charge de travail en volume et de la charge mentale associée, charge mentale et charge cognitive, avec des demandes auprès, des managers, des RH et des organisations, de travailler sur la question de l'impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet par rapport au job. J'aime le job que je fais, j'aime les activités, mais par contre, en termes d'intensité, en fait, d'exigence émotionnelle et d'intensité, c'est compliqué. Donc, comment, en fait, je peux venir alléger cette charge à la fois dans le sens rationnel du terme et dans sa perception. Et le 3e irritant majeur qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est le symptôme du désengagement. Et on sait que derrière le désengagement, il y a des motifs qui peuvent être extrêmement pluriels, d'où l'intérêt aussi d'aller pouvoir écouter chaque individu. Mais on a des problématiques de désengagement par manque de perspective. C'est beaucoup ça qui revient aujourd'hui sur le terrain. C'est que là, je vois pas en fait où est-ce qu'on va, où est-ce que je peux aller demain, comment est-ce que je peux inscrire aussi mon développement personnel et mon développement professionnel dans une trajectoire dans cette boîte. Donc d'où parfois des départs et des sauts de puce avec des carrières en saut de puce. Ou Mmh. alors, ce qu'on voit sur les motifs principaux de désengagement, là, de plus en plus, ces temps-ci, c'est une histoire de stimulation intellectuelle, comme un ennui, une non-volonté de réaliser des choses qui vont être répétitives ou une forme de solitude aussi. En tout cas, il y a une forme
comme une fleur qui fane un petit peu et où on sent que les personnes elles ont besoin d'être revitalisées et de retrouver de la joie, de l'échange, du partage, de la stimulation au quotidien. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes tendances qu'on voit aujourd'hui. Et quand je t'entends, Léna, parler du job sharing, je me dis, mais bien sûr, et charge à nous, hein, Émilie, maintenant sur le terrain, quand on accompagne des organisations, de pouvoir leur faire connaître ce que tu proposes. Absolument, ouais. Merci, Léna. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu n'as pas dite? Parce qu'on pourrait te laisser le micro encore une demi-heure. Est-ce qu'il y a un point où tu te dis, mince, je suis passée à côté et... Sur des clés de réussite peut-être Ouais, en fait, je pensais à quelque chose qui revient souvent aussi, hein, c'est finalement les freins, les freins à aller sur du job Ouais. sharing. Ce qui revient souvent, c'est finalement le coût, parce qu'effectivement, on a cette partie de dire on a une journée en commun, donc on a une masse salariale supérieure. Et donc ça, on a calculé le retour sur investissement du job sharing, et c'est vrai que au vu de tout ce que ça fait gagner en termes d'économie, de gains, on va dire de productivité, ce dont on a parlé, mais aussi de baisse d'absentéisme, de turnover qui effectivement diminue, gain sur la formation. On a un retour sur investissement qui est à 157 donc ça veut dire qu'effectivement, quand on investit 1 €, finalement, on en récupère 2,57, le 1 plus 1,57. Donc c'est un mode de travail qui est très rentable aussi, et ça, on a eu des témoignages, et si vous allez écouter, hein, les podcasts que l'on a fait, effectivement, c'est un gain qui n'est pas du tout neutre, dans un monde où on a quand même, malheureusement entre guillemets, ou heureusement, je ne sais pas, le sujet, de la rentabilité et de la performance économique qui est central, et encore plus depuis quelques mois. Donc ça, c'est un point effectivement que je tenais à souligner, et sur la partie aussi juridique, c'est vrai que ça fait partie des freins qui sont aussi mis en avant en disant: «Ouais, mais 2 salariés, c'est 2 contrats, c'est 2 risques, finalement, 2 fois plus de risques, et comment on fait pour gérer la co-responsabilité, s'il y en a un qui fait une erreur et l'autre, ouais, comment on gère ça, en fait?» Et donc ça, c'est pareil, hein, c'est un sujet qu'on a cadré et qui nécessite effectivement d'être accompagné, structuré. On a, par exemple, des, chartes de bon fonctionnement. On a encadré aussi finalement le mode de travail au vu des contraintes que l'on peut avoir en France, et notamment au niveau du droit du travail, qui est quand même assez contraignant par rapport à d'autres pays, et je pense qu'il se pose moins de questions, en Suisse ou en Allemagne sur, ces sujets-là, que l'on ne s'en pose en France. D'ailleurs, en Suisse, ils ont sorti un contrat en duo, en job sharing, qui n'existe pas, en France. Un contrat de travail à 2. Voilà. Merci Léna. Bon, de toute façon, tu restes à disposition Bien pour sûr. toute question. Chers participants du webinaire, vous recevrez un document PDF très complet avec plein d'autres très jolis slides très pédagogues fabriqués par Léna, et ses coordonnées si vous avez des questions. Puisque voilà, toi, ta mission, c'est d'évangéliser, c'est de faire connaître cette nouvelle pratique de collaboration, et d'accompagner les organisations pour leur mise en place, d'accompagner aussi les individus. Alors bon, transition toute trouvée pour toi, Émilie. Quand on entend tout ce que Léna raconte, on a envie de signer, on se dit yes, c'est parti. Et en même temps, il y a une petite voix à l'intérieur de la tête qui dit pop, 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 pop. Ça doit pas être que facile non plus. Comme tout changement, ça génère des peurs. Alors à la fois chez le travailleur, chez le manager, chez l'employeur, enfin, tout le monde se retrouve avec l'envie, écoutant les promesses, mais c'est quand même un saut dans un grand vide, puisqu'on n'a encore pas beaucoup de recul aujourd'hui. Dans cette idée de pouvoir changer et finalement d'être dans de la prévention, d'évaluer au départ, de rationaliser, pour savoir si, OK, est-ce qu'aujourd'hui, mon environnement de travail, c'est un environnement qui serait job sharing compliant? Est-ce que moi, en tant que travailleur, en tant que travailleuse, est-ce que moi, c'est une pratique qui me conviendrait? Est-ce que moi, en tant que manager, j'aimerais pouvoir manager 2 personnes qui partagent ce poste? Pour toutes ces questions-là, il y a des réponses avec des outils de matching qui sont utilisés par Léna et par Florence. Et puis, il y en a un autre, finalement, qui est un peu détourné, que tu utilises, Émilie, et qui est notre petite pépite. Donc, je te laisse la main pour nous partager ça.
Tout à fait. Et je vais rebondir sur, Léna, ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu disais test and learn, parce que l'objectif, c'est de pouvoir évaluer. Je prends l'exemple parce que moi, j'étais dans le cas dont tu parlais tout à l'heure. Je ne connaissais pas le job sharing jusqu'à ce que je te rencontre avec Florence. Et par contre, quand vous m'en avez parlé, je me suis dit, mais en fait, c'est génial comme idée, justement, pour tous les irritants dont Emmanuel nous a parlé. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, chez Wunjo, on a un outil, allez, on va pas dire magique, mais quand même fruit de 4 années de recherche et développement du jus de cerveau de notamment Emmanuel, et en fait qui s'appelle MaQVT. MaQVT, c'est l'outil pour aider justement les travailleurs et les acteurs au quotidien dans leur vie, dans le travail, parce que c'est un outil qui permet de diagnostiquer justement comment je me sens, quelle est moi, ma recette pour me sentir bien dans mon travail d'un point de vue aussi bien individuel que collectif. Je vais vous en parler juste après, puisque c'est un outil d'aide à la décision. Comment moi, je me sens à l'intérieur. Est-ce que je peux véritablement reprendre le pouvoir sur ce que j'ai envie de faire, parce que oui, je sais que j'ai peut-être envie d'avoir un meilleur équilibre, vie pro, vie perso, j'ai peut-être le projet d'avoir des enfants, j'adore faire plein de choses et je suis dans le slashing, c'est ça. Mais le problème, c'est que on a beau le savoir, parfois dans la culture française, il faut des preuves. Et clairement, MaQVT, elle est là pour ça. C'est une photographie, tu nous en parlais tout à l'heure encore une fois, Léna. Donc, tu peux nous montrer la suite, Emmanuel, puisque l'avantage de MaQVT, c'est quoi? C'est une web app, une web application qui permet pour chacun d'entre nous d'avoir cette approche au départ personnelle. C'est-à-dire que je vais prendre un temps très simple et on vous fera un cadeau juste en suivant à tous les participants et à tous ceux qui seront dans le replay pour que vous ayez un moment d'écoute de vous-même. C'est-à-dire que MaQVT, c'est un outil très singulier qui vous permet d'avoir cette introspection. Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Comment je me sens? Sachant que ce sont des réponses qui sont évidemment tout à fait confidentielles. Et qu'est-ce que ça met en avant? Qu'est-ce que ça met évidemment en évidence? Donc là, je vais te demander, Emmanuel, de nous montrer l'autre diapositive. Ça va nous permettre de répondre à cette fameuse question, est-ce que le job sharing, c'est fait pour moi? Donc déjà dans cette approche de l'individu. Et on en parlait aussi toutes les trois, c'est le fait de se dire, en fait, c'est quoi mes aspirations? Alors, là aussi, si vous voulez plus d'infos, il y a plein je dirais, de replays du service après-vente de Wunjo, ou d'autres webinaires qu'on a pu faire, sur qu'est-ce que vous mettez tous les matins dans votre sac à dos pour se dire, moi, je vais au travail parce que j'ai telle à telle aspiration. C'est-à-dire que d'une façon très visuelle, la web app MaQVT va vous faire apparaître, là par exemple, l'individu qu'on va avoir en face de nous, lui, tous les matins, il se lève effectivement pour le côté matériel, parce qu'on le disait, le côté financier est important, mais la deuxième aspiration, vous voyez, c'est la barre là qui est violette, un peu plus foncée, c'est la réalisation de soi. Je vais trouver, et tu en parlais tout à l'heure Emmanuel, en termes d'irritant, une stimulation. J'ai besoin de ça quand je me lève tous les matins. Et quand bien même, si je fais effectivement mon autodiagnostic, le deuxième individu dont on a parlé, c'est le manager. Est-ce que le manager, il va être aussi câblé? Est-ce que ça va faire partie de ses aspirations de se réaliser lui-même quand il va devoir manager un duo? Ça, encore une fois, c'est son approche à lui. D'accord. Je te laisse mettre l'autre diapositive, parce que ce que va mettre aussi en évidence ma QVT, vous voyez ici, c'est ce qu'on va appeler le taux d'harmonie entre moi, ce dont j'ai besoin tous les jours quand je vais aller travailler, et la façon dont je le vis, cette fameuse petite ligne en pointillé. Donc, plus j'ai une qualité de vie, on va dire, remplie, vous voyez ici, dans mon exemple, on va avoir la jauge, les besoins du pouvoir d'agir qui se rencontrent avec mon petit trait en pointillé. Là, j'ai un individu qui vit à 100% son pouvoir d'agir et il le vit très, très bien. Par contre, là où on va avoir des écarts, c'est là où peut-être mon individu, il a énormément besoin de plaisir au travail. Vous voyez, c'est ma jauge qui va être rose, mais j'ai la façon dont il le vit peut-être pas forcément idéale. En gros, pour vous faire très simple, ce que va mettre en évidence ma QVT, c'est tous ces taux, ses besoins et ses aspirations. Et quand je vais pouvoir évaluer en tant qu'individu ces éléments-là d'une façon très visuelle et très personnelle, on va pouvoir aussi
et je fais la liaison, mettre en évidence pour un individu, mais aussi du coup pour un deuxième. Et du coup, l'avantage de ma QVT, c'est de pouvoir identifier différents duos. Léna nous disait, il faut qu'ils aient des valeurs communes, il faut qu'ils aient envie de travailler ensemble. Et moi, j'ai beaucoup aimé quand tu nous as dit, il ne faut pas qu'ils aient d'orgueil. Pas forcément si simple pour les individus de travailler en duo en disant, ce n'est pas moi l'individu, c'est le duo. Et donc, ce qui va être bien aussi, c'est qu'on va pouvoir comparer les différents besoins. Là, je reviens par rapport à mon pouvoir d'agir, par exemple, sur mon individu numéro 1, sur mon individu numéro 2. Bon, là, je vous ai mis des représentations très éclatées et très disparates, mais est-ce que mes deux individus, du coup, peuvent véritablement travailler ensemble? Ça, c'est la photographie aussi qu'on va pouvoir faire entre individus avec l'outil d'évaluation de ma QVT. Et un autre aspect qui va évidemment être très important, c'est qu'on peut faire ces évaluations pour des groupes. Et pour des groupes, alors je ne sais pas, Emmanuel, jusqu'à combien tu as fait d'intégration d'équipe? Combien il y avait de personnes au maximum? 180 personnes dans la même équipe. 180 personnes. Donc, ce qui est bien, c'est que vis-à-vis de l'équipe, on va pouvoir aussi évaluer est-ce que le job sharing a sa bonne place, entre guillemets, dans ma structure? Est-ce que l'équipe peut accepter le duo? Parce que tu l'as très bien dit, Léna, il faut acculturer l'ensemble des personnes, pas uniquement le duo qui se dit chic, chic, chic. Moi, j'ai la solution idéale, comme toi tu l'as fait avec Magali, de postuler à deux et de créer carrément votre place, votre job. Donc, je comprends que ce ne soit pas si simple, mais le fait de pouvoir évaluer, encore une fois, cartographier, photographier et mettre en évidence les besoins des uns et des autres va aussi permettre de se dire, OK, on arrive à mettre en place, grâce au job sharing, des réponses aux besoins. Là, je vous ai mis le besoin de plaisir. Alors, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que je n'aurai pas assez du temps qui nous est imparti. L'objectif pour moi, c'est que vous puissiez vraiment vous illustrer que grâce à des radars simples sur les différents besoins qui ont été synthétisés grâce à, on va dire, je vous disais, à Emmanuel et à des équipes de psychologues du travail ou autres, le fait de se dire, OK, si j'ai telle équipe qui a besoin, vous voyez, d'avoir une estime professionnelle, de l'authenticité, est-ce que c'est vraiment les valeurs qui vont être communes et les besoins auprès duquel le job sharing va pouvoir s'appuyer ou pas? Encore une fois, chaque entreprise est différente, chaque culture d'entreprise est différente. Et l'avantage, c'est que, comme on le disait, le fait de pouvoir illustrer simplement pourra, comment dirais-je, je dirais, alléger les uns et les autres sur leurs irritants en trouvant le meilleur puzzle, vous savez, les meilleures pièces qui peuvent s'embriguer les unes avec les autres. C'est un petit peu ce sur quoi je travaillais tout à l'heure, puisque j'ai une formation à faire sur la coopération d'équipe. Et c'est pas si simple comme tu le disais, d'avoir cette complémentarité de compétences et d'accepter qu'on peut démultiplier notre spectre de compétences avec le mouton à 10 pattes. Et quand on fait du recrutement, et ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire, moi, j'avais des clients qui me demandaient le mouton à 4, 5, 6 pattes. Et c'était parfaitement impossible à trouver. Ils le savaient, mais nous donnaient quand même des challenges pour ces recrutements assez loufoques parfois. Donc, c'est pour ça que le job sharing peut vraiment être une solution pour cette charge mentale, ces irritants. Et la chance de ma QVT, c'est que ça se fait en, on va dire, moins d'une demi-heure. C'est ça aussi, les résultats se font tout de suite. Et il n'y a pas besoin d'attendre les résultats, combinés 6 mois plus tard. Quelque chose qui se fait très rapidement. Ouais, merci. On entend en fait qu'il y a plein de moments ou d'endroits ou de personnes pour lesquelles ça peut être intéressant de réaliser cette évaluation. Il y a le candidat qui imagine une nouvelle modalité de travail et qui se demande si effectivement ça peut être fait ou non pour lui. Et donc, il y a cette idée d'aller faire ce scan et de voir si ça match entre la promesse d'un job qui est partagé et ce dont moi j'ai besoin pour me sentir bien au travail. Donc, aller regarder ça, j'ai envie de dire, en avance de phase. Ensuite, il y a dans le courant du parcours du collaborateur, lorsqu'on prend soin de son expérience et qu'on lui donne les moyens d'évaluer ce qu'il vit, comment il vit son travail, d'aller identifier les sujets qui sont irritants et qui peuvent nuire à la qualité de son travail, à la qualité de sa vie, et puis aller regarder aussi ce qui est important pour lui, ses aspirations, comment il a envie de faire grandir sa carrière professionnelle, où là, donc, ça peut permettre de trouver le match.
Et j'aime beaucoup cette idée que tu proposes et que tu expérimentes de comparer finalement 2 profils de 2 personnes. Et souvent, quand 2 personnes sont amenées à travailler ensemble, job sharing ou non d'ailleurs, hein, il y a tout le jeu de la rencontre, de ce qu'on ose montrer à l'autre, de ce qu'on ose dire, mais aussi de l'outillage qu'on a pour se raconter, se dire. C'est pas évident en quelques minutes d'arriver à expliquer à l'autre, voilà le genre de collègue que je vais être. Voilà ce que j'ai vécu dans le passé, voilà du coup les besoins que j'ai, voilà comment j'ai envie de vivre les choses ou de surtout pas les vivre. Et là, ça permet d'avoir quand même un langage commun et en fait un support visuel, un support de dialogue pour aller voir immédiatement en fait ce qui va être extrêmement convergent et qui peut être une très bonne nouvelle, mais aussi parfois des choses qui vont être divergentes et c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on sorte d'une vision très manichéenne où il faudrait aller chercher 2 personnes avec des photos complètement identiques. Parce que si on prend 2 personnes qui ont un gouffre d'estime d'elles-mêmes, qui courent après la reconnaissance chaque jour, ça risque d'être difficile de partager les lauriers d'une réussite, par exemple. Si on prend 2 personnes qui prennent énormément de plaisir sur un bout du travail prescrit et que dans le travail réel, déjà, il est un petit peu moins important et que finalement, c'est que le lundi et qu'il n'y a que la personne qui travaille le lundi qui a le droit de réaliser ces tâches-là, ça risque d'être compliqué aussi. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est côté candidat, le travailleur en tant que tel, la fabrication du match avec cet outil de dialogue pour aussi mieux piloter chaque jour, chaque jour, en tout cas régulièrement se poser, se dire, OK, comment on vit les choses. Puis après, je pense, parce que je suis patron depuis 20 ans, mais je pense à ces managers qui savent plus quoi faire de ces bestioles qui s'appellent les managers. Comment je fais pour comprendre comment ils fonctionnent, que je suis pas leur sauveur, je suis là pour amener effectivement des conditions de travail les plus confortables possibles, mais j'ai besoin de savoir à quoi tu tournes en fait, comment tu marches. Et alors comme vous êtes 2, c'est comment vous marchez et à quel moment, comment je donne les instructions, comment on peut coopérer efficacement. Donne-moi les clés du camion. Et donc là, il y a cet outil qui va accélérer la capacité à manager en général et à manager ce duo, quoi. Puis côté RH, pour finir, je suis une organisation, je suis une entreprise responsable, démarche RSE, démarche QVT, très bien. Je cherche des solutions. Ils cherchent tous, hein, les RH en ce moment, Léna, ils cherchent tous des solutions pour retenir les talents, pour faire en sorte que les boîtes, ça soit des lieux où il fait bon vivre, il fait bon travailler. Sauf qu'en étant aveugle de ce qui se passe, sans savoir vraiment où sont les sujets positifs et les irritants, c'est compliqué d'aller activer les bons leviers. Donc, c'est souvent pas un problème d'intention, il y a toujours une bonne intention, mais mettre la bonne solution en face du problème, ça suppose d'avoir identifié le problème. Et pour identifier le problème, il faut questionner les gens. Donc voilà, moi je vois tous ces étages-là, je me dis qu'il y a des synergies hyper intéressantes à aller découvrir, hein, en fait. C'est clair. Moi, quand j'ai passé que j'ai utilisé l'outil Ma QVT, j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, quand on part aussi en job sharing comme ça, on a besoin de se connaître aussi un minimum. Et on a besoin de se connaître. Alors, on dit tous, mais oui, je me connais, etc. Sauf que des fois, on met un peu sous le tapis ce qui nous plaît pas trop. Et quand on a décidé de tout partager avec une personne, on se doit d'être honnête et transparente envers l'autre. Mais déjà, il faut que ça passe par soi et c'est un bel outil justement pour avoir déjà un état des lieux de ce qui se passe en moi et de pouvoir accepter en fait ça et de pouvoir le partager avec l'autre et ça crée je trouve que c'est un outil qui peut créer aussi vraiment une complicité, la relation de confiance qui est indispensable dans le modèle. Là, on met les choses à plat et on n'a pas, il y a pas de tabou en fait. Il y a pas de tabou et c'est important de se dire: «Bah, voilà, là, moi, là-dessus, c'est plus important. Ce levier est plus important pour moi, le tien, est plus important celui-ci» et comment est-ce qu'on trouve des compromis? Parce qu'évidemment, on est tous différents. Évidemment, c'est ce qu'on disait, il y a un socle commun, mais ce qui est le plus important, c'est d'être conscient, l'un et l'autre des leviers de motivation et d'engagement en fait pour que ça matche et aussi pour se dire, parce que moi je le vois, au quotidien quand, on a un coup de mou et c'est de dire: «Ah bah ouais, je comprends pourquoi tu as un coup de mou en ce moment parce que forcément là c'est pas nourri» ou «Là-dessus on a rencontré telle situation donc ça voilà, ça frotte un peu» et finalement c'est là où on prend le relais aussi en termes de charge mentale et de dire: «Bon OK, on se rebooste» et puis, donc c'est un outil qui est hyper intéressant pour, le duo, mais pas que. Effectivement, avec le manager, je pense qu'il y a des choses à faire et ça peut être effectivement au début sur le matching, mais aussi dans la durée pour les réajustements et pour la bonne compréhension et la création de ce lien de confiance, en fait. C'est chouette, je trouve que tu finisses par dire que la vie, elle est pas linéaire non plus.
que le job sharing, ça peut être la super merveilleuse idée pour les 5 prochaines années de ma vie et peut-être plus à un autre moment. On bouge, on est des êtres absolument impermanents. Le monde du travail évolue, la société évolue, chacun d'entre nous, on évolue. Et voilà, ça peut être chouette aussi d'avoir un outil et des modes d'organisation du travail qui s'adaptent à la réalité en fait de la vie qu'on a. Bon, en tout cas, si vous voulez tester, et là je m'adresse aux participants et aux participantes de notre webinaire, si vous avez envie de réaliser cette auto-évaluation de votre qualité de vie au travail personnel pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît à votre écran ou alors tout simplement de cliquer sur le lien que notre collègue va vous mettre dans le chat. Ça vous permettra de passer une belle heure en tête-à-tête avec Émilie qui vous guidera et qui vous accompagnera dans cette expérience toute inédite d'introspection. C'est doux, ça fait pas mal, ça nous permet vraiment de nous connecter à nous et peut-être du coup de savoir si le job sharing est fait pour vous, puisqu'Émilie, elle a les clés de lecture et elle sait exactement à partir du moment où il y a tel et tel critère qui s'allume, en fait, ça lui fait son faisceau d'indices pour vous envoyer directement dans le hub de work sharing chez Léna. Donc voilà, profitez-en, c'est un cadeau, c'est du temps offert par Émilie pour vous aider, pour vous accompagner. Je vous le disais, hein, Wunjo, c'est une boîte de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est là pour aider les gens aussi. On n'est pas une boîte capitaliste. Ce dont on a parlé, l'idée de pouvoir faire des diagnostics des organisations et d'accompagner ces équipes dans leur évolution et dans leur transformation pour pouvoir être de plus en plus adaptées aux réalités attendues par les travailleurs et les travailleuses. C'est ce qu'on propose à l'occasion de la fresque de la QVT. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, puisque ça commence, ça prend une très, très belle envolée. Notre fresque, c'est une expérience vraiment de transformation à vivre en équipe qui permet sur un format court de 2h30, et l'idéal, c'est d'être vraiment sur du 7h, d'arriver à partager un baromètre, de réaliser une évaluation en collectif de la façon dont tout le monde vit le travail, arriver à identifier ce qui fait que ça marche bien, ce qui au contraire dégrade le sentiment de bien-être au travail et empêche des coopérations efficaces et un engagement plein et entier. Et grâce à cette photographie, faire mettre en mouvement les équipes pour que d'elles-mêmes, en fait, que ce soit le terrain qui trouve ses propres solutions. Et donc, dans la concertation sociale, arriver à projeter l'équipe et sa gouvernance vers des voies vertueuses en faveur du bien-être et de l'efficacité. Ça, c'est ce que propose la fresque de la QVT sur des formats courts. C'est des très beaux moments à vivre et qui sont très bien financés aussi, sachez-le. Donc, voilà, n'hésitez pas, contactez-nous pour en savoir plus sur la fresque. Si vous avez envie de vous former à l'utilisation de ma QVT, vous êtes indépendant, on a une formation qui est sur 2 jours pour le premier niveau. Si vous avez envie, alors que vous êtes dans votre entreprise, de pouvoir accompagner en tête-à-tête des travailleurs et des travailleuses qui ont envie de mieux comprendre ce qui se passe pour elles et pour eux et qui ont envie de reprendre le pouvoir en fait de leur vie, d'être vraiment acteurs de leur bien-être, vous pouvez également vous intéresser à cette formation qu'on vient juste de sortir, qui s'appelle la formation Sentinelle QVT, qui a un très bel avenir devant elle, puisqu'on sent qu'il y a de plus en plus de collaborateurs et de collaboratrices qui ont envie de prendre leur part comme des colibris et de prendre soin de leurs collègues, qui ont envie de pouvoir être des vrais relais, accueillir, écouter et guider vers les bonnes ressources. Et puis, si vous êtes un manager et que vous avez envie de pouvoir inventer un nouveau format pour mieux accompagner vos équipes, si l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel sont des rituels qui fonctionnent bien, mais pour lesquels vous avez l'impression qu'il faut rajouter une forme de flexibilité, quelque chose de plus agile, de plus doux, de plus sensible, de plus profond et de plus sincère, on a inventé un entretien qui s'appelle l'entretien de veille QVT, qui commence à être pratiqué chez la plupart de nos clients, où les managers exploitent les résultats de ma QVT, de cet autodiag, avec leurs managers. Et en fait, ça fabrique des dialogues qui sont complètement différents. On est sur un autre niveau dans la relation manager-manager. Et ça permet d'aller identifier au plus juste les freins à la performance et au contraire d'aller éclairer les fameuses aspirations et les moteurs individuels pour avoir un management individualisé de meilleure qualité. Donc, de la même manière, on vient juste de lancer cette formation avec une première session qui se déroule en décembre. Il reste encore un peu de place.
Voilà, si vous avez envie de continuer les échanges, vous avez là nos profils LinkedIn et nos adresses email. Il se peut qu'en écrivant à Léna, vous ayez une réponse de Florence, mais vous inquiétez pas. Elles job share dans leur propre boîte. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des remarques, des questions. Si vous voulez aussi nous soumettre des sujets que vous aimeriez voir abordés à l'occasion de nos webinaires, n'hésitez pas, on est là pour vous, pour faire avancer les sujets, pour vous inspirer. Et peut-être qu'on se retrouvera sur des prochains webinaires. D'ailleurs, celui qui est à notre programme dans une semaine, le mardi 7 octobre, se déroulera voilà, le matin à 9h30. J'aurai le bonheur d'accueillir Isabelle Bray, qui est consultante en qualité de vie au travail et qui, elle, son cheval, sa bataille, ce sont les managers. Et elle constate que les managers sont bien souvent les grands oubliés dans les démarches qualité de vie au travail. Et donc, elle va nous parler de comment on peut prendre soin de soi quand on est manager, de l'impact qu'a la santé mentale du manager sur la performance et la santé mentale de l'équipe. Et elle va nous partager les outils qu'elle utilise pour aider les managers à mieux accompagner leurs équipes dans la performance durable, c'est-à-dire une performance qui allie à la fois l'humain et l'opérationnel et les KPI. Voilà, on espère que vous avez passé une très jolie heure à nos côtés avec ces deux nanas vitaminées qui étaient avec moi, passionnées et engagées. Merci Léna pour ta pédagogie et voilà, ta puissance de conviction. Merci Émilie pour voilà, ton énergie et ton côté très pragmatique de terrain. Un petit mot, juste pour finir, chacune? Un petit mot, go, allons-y, hein, j'ai envie de dire, avec de l'énergie positive. Yeah, super. Allez, toi, Émilie. Ouais, moi, ça sera let's go. Pareil que Léna, on va dire plein de réponses à donner à le job sharing, donc ça donne envie d'accompagner les entreprises avec cette solution, carrément. Merci pour cet état d'esprit positif. On en a bien besoin en ce moment. Ciao, bonne journée à toutes les deux et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.